Nous entamons maintenant notre dernier chapitre consacré à l'IRM. Donc son nom entier, en fait, c'est l'imagerie par résonance magnétique nucléaire. Mais comme le mot nucléaire fait peur, en général maintenant, on ne le mentionne plus. Nucléaire, évidemment, fait tout de suite penser à radiation, à déchets radioactifs et ainsi de suite. Comme vous verrez, c'est vrai, on va travailler avec le noyau, mais de manière absolument inoffensive. Bien, avant d'attaquer les IRM proprement dit, oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire que ce chapitre, je suis conscient qu'il n'est pas facile du tout. Mais je vous demande malgré tout de pouvoir comprendre tout ce que je vais raconter ici, de pouvoir me l'expliquer, soit par du texte, soit par des petits dessins. Vous verrez que moi-même, je vais écrire pas mal de formules, mais je ne vous demande de retenir aucune formule. Donc vous retenez bien dans tout le chapitre qui suit, vous ne devez pas connaître les formules. Bien, avant d'attaquer l'IRM proprement dite, juste quelques petits rappels de mécanique quantique que vous avez probablement vu dans un cours de chimie, même si c'est de la physique pure. Je vous rappelle en fait que une particule, prenez par exemple le cas de l'électron, qui tourne dans son atome, la particule peut avoir un moment angulaire. La norme du moment angulaire est donnée par racine de L fois L plus 1, le tout fois h bar, avec L entier. Et d'autre part, vous pouvez également connaître une composante du moment angulaire, par exemple la composante suivant Z, et on sait que Lz va prendre une valeur ml qui est comprise entre moins L et plus L. Et de nouveau, ml est entier. Si on regarde ça sur un petit dessin, imaginez par exemple un électron qui serait sur la couche orbitale L est égal à 2, eh bien voici en fait ce que nous pouvons dire du moment angulaire. On sait que le vecteur L doit être sur un de ces cônes. Donc ici pour la projection 0, ça veut dire en fait que c'est un disque, et il faut que le vecteur soit quelque part donc sur ce disque. De la même manière, si la projection est égale à 2h bar, eh bien voilà un exemple d'orientation du moment angulaire. Mais en même temps, si vous connaissez la valeur de Lz, vous ignorez complètement, il n'y a pas moyen de connaître la valeur de Lx et Ly. Ça nous semble bizarre en mécanique classique, mais à l'échelle microscopique, c'est comme ceci. Bien, ceci c'est pour le moment angulaire. Mais une particule peut également avoir un moment cinétique intrinsèque, que l'on appelle le spin. Et les règles de spin sont à peu près les mêmes, donc j'ai de nouveau que la norme est donnée par petit s fois s plus 1, de nouveau h bar, et s'il s'agit par exemple de l'électron, du proton, du neutron, petit s est égal à 1 demi. Et d'autre part, vous avez le droit de connaître une composante qui sera de nouveau donnée par plus ou moins 1 demi h bar si je discute d'une particule donc qui a un spin 1 demi. Pour vous donner une petite image classique, mais souvenez-vous qu'en mécanique quantique, il faut se méfier des images, mais prenez par exemple comme objet la Terre. La Terre remplacerait l'électron d'un atome. Eh bien, le moment angulaire serait le mouvement de la Terre autour du Soleil. Donc la Terre a un moment angulaire. Mais on sait aussi que la Terre tourne sur elle-même, et ça, ce serait le spin. Donc ceci, c'est un moment intrinsèque qui appartient à la particule propre et qui n'a rien à voir avec son environnement. Donc voilà pour les rappels de mécanique quantique. Donc si je faisais ici dans le deuxième cas le même dessin que j'avais là-bas à droite,
prenez de nouveau un axe Z quelconque, tout ce que vous pouvez dire, c'est que le spin est comme ceci, avec la pointe qui se trouve sur un cercle ici au-dessus, ou bien, au contraire, le spin est dirigé vers le bas, avec de nouveau la pointe ici qui se trouve sur un cercle. Et donc, vous avez la projection ici, h bar sur 2, ou bien moins h bar sur 2. Quand une particule a un moment angulaire ou un moment cinétique en général, elle peut également avoir un moment magnétique. Attaché à chaque fois à chacun des moments cinétiques. Donc, je peux avoir d'une part un moment magnétique d'origine orbitale qui est donné par gamma fois L. Ou bien, si c'est dû au spin, je vais avoir un moment magnétique qui sera de nouveau donné par une constante gamma multipliée cette fois-ci par le spin. Donc gamma, c'est ce qu'on appelle le facteur gyromagnétique. Si maintenant je m'intéresse à un noyau, et je prends un noyau qui contient un nombre impair de nucléons. À ce moment-là, si vous cherchez le moment magnétique total de ce noyau, ce sera la somme évidemment de tous les moments magnétiques orbitaux et de spin de tous ces nucléons, et automatiquement, du fait que j'ai un nombre impair, il y a moyen de vérifier que ceci ne peut jamais être nul. Et en fait, c'est ce moment magnétique qui va servir à l'IRM. Donc, a priori, en fait, des bons candidats pour faire de l'IRM, c'est le plus simple de tous les noyaux, c'est-à-dire le proton, un H, puis vous avez le carbone 13, vous avez l'oxygène 17, vous avez le sodium 23, évidemment, il y en a plein d'autres. Dans la suite, en fait, je vais m'intéresser uniquement à l'atome d'hydrogène. Hydrogène léger. Donc lui, je sais qu'il a comme noyau un proton. Qu'est-ce que je peux dire de ce proton? Eh bien, son moment magnétique, comme d'habitude évidemment, est composé d'un moment magnétique orbital et d'un moment magnétique de spin. Mais il ne peut pas avoir de moment orbital. En effet, ce proton est tout seul. Comment voulez-vous qu'il tourne autour de quelque chose? Donc, dans le cas de ce noyau, vous n'avez que le moment magnétique de spin. Et c'est avec lui que l'on va travailler. Alors, je vous donne tout de suite quel est le facteur gyromagnétique pour le proton. Il vaut 2,67 10 exposant 8 par Tesla et par seconde. Donc cela veut dire aussi, toujours pour ce proton, que μz, qui est donné par gamma fois Sz, sera égal à gamma h bar multiplié par plus ou moins 1/2. Et je sais bien sûr que le moment magnétique est toujours parallèle au spin. Bien, faites attention, parce que dans toute la suite de ce chapitre, comme je ne m'intéresse justement qu'au cas de l'hydrogène, à chaque fois que je vais parler de protons, il ne s'agit pas de n'importe quel proton qui se trouve dans l'organisme que je vais étudier, un proton qui appartiendrait par exemple à un noyau de carbone ou à un noyau d'oxygène ou de calcium. Quand je parle de protons, il s'agit toujours, bien sûr, du noyau de l'atome d'hydrogène. Je ne m'intéresse qu'à ceci dans la suite.
Maintenant, imaginez que ce noyau, ce proton, soit placé dans un champ magnétique extérieur. Donc, je vais prendre un champ B0 que je prends parallèle à l'axe Z. Quel sera l'effet de ce champ magnétique sur le moment magnétique du proton? Je vais avoir deux effets. D'une part, un moment de force. Donc le champ magnétique exerce un moment de force qui est donné par le produit vectoriel du moment magnétique avec le champ magnétique. Ceci va provoquer le phénomène de précession. C'est ce qu'on appelle la précession de Larmor. Donc, si je fais un petit dessin, imaginez, vous avez l'axe Z comme ceci, et l'axe Z, donc, comme je l'ai dit, coïncide maintenant avec mon champ magnétique. Si je prends le proton avec son spin dirigé vers le haut, comme ceci, eh bien, ceci donc montre que la pointe du vecteur S ou du vecteur mu, puisque les deux sont parallèles, va précesser, donc va décrire un cercle autour du champ magnétique, dans ce sens-là. Enfin, ce n'est pas très important. De la même manière, si le spin était dirigé vers le bas, eh bien, j'aurais le même phénomène. De nouveau, la pointe va commencer à tourner sur un cercle. C'est exactement comme le cas de la toupie, dont l'axe tourne autour de la verticale. C'est exactement la même chose. En fait, la fréquence angulaire, c'est ce qu'on appelle la fréquence de Larmor. Faites attention, parce qu'on appelle ça fréquence de Larmor, mais en fait c'est une fréquence angulaire. Donc si vous voulez avoir une véritable fréquence, vous devez écrire ça sous la forme de pi fois nu L, et ici vous avez la fréquence. L'autre effet, c'est que du même coup, en plongeant donc ce moment magnétique dans le champ magnétique, vous allez donner au proton une énergie potentielle, dont l'expression est moins mu fois B0 en produit scalaire. Donc je vous dessine tout de suite cette énergie potentielle. Je prends d'abord la situation où je n'ai pas de champ magnétique extérieur, donc ici B est égal à 0, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle dégénérescence, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune distinction énergétique entre un proton spin-up ou un proton spin-down. En revanche, dès que vous installez un champ magnétique, donc je vais prendre un champ magnétique qui augmente ici en allant vers la droite, avec la situation 0, qui est celle que nous avons invoquée, à partir de là, vous allez avoir les spin down qui vont avoir une énergie qui va monter et les spin up avec une énergie qui va descendre, et ceci de manière symétrique. Donc ici, j'ai le cas des spin up, ils ont une énergie plus basse, tandis que les spin down ont une énergie plus élevée. Quelle est la différence d'énergie ici entre les deux? Donc je prends cette différence, delta E. Delta E, en fait, est égal à H bar gamma fois B0, que je peux encore écrire de diverses manières. Donc je vais renoter ceci en dessous. J'ai H bar gamma B0, qui est encore exactement
la valeur de la fréquence de l'Armor, je ne l'ai pas cité en haut, mais la fréquence de l'Armor est donnée justement par le produit gamma fois B0. Et ceci, je pourrais encore l'écrire sur la forme H multiplié par la fréquence de l'Armor nu L. Bien, si je prends par exemple une valeur de B0 qui est égale à 1,5 Tesla, et si on regarde quelle est la fréquence qui correspond ici à cette différence, l'idée, vous voyez, qui est derrière, c'est que si j'ai un proton avec le spin up et vous lui envoyez un photon qui a exactement cette énergie-là, eh bien, quelle serait la fréquence de ce photon qui permettrait donc de renverser le spin du proton, pardon. Eh bien, donc, si j'utilise un champ magnétique de 1,5 Tesla, ça correspond à une fréquence de 63,8 MHz. Donc, vous voyez qu'on est dans le domaine des ondes radio. Donc, c'est un domaine qui, a priori, est complètement inoffensif. Les photons correspondants sont inoffensifs. Bien, si je refais le calcul maintenant justement de cette différence delta E, toujours avec mon champ magnétique de 1,5 Tesla, qui est typique de ce qu'on utilise en IRM. Donc je prends cette valeur H bar gamma B0. H bar, cela vaut 6,591 10-16 électronvolts seconde, multiplié par gamma que j'ai donné à l'écran précédent, qui vaut 2,67 10 exposant 8, et multiplié par le champ magnétique 1,5 Tesla, vous obtenez 0,264 10-6 électronvolts. Donc vous vous rendez compte que même avec un champ intense de 1,5 Tesla, la différence en énergie ici est vraiment très très faible. Nous sommes au niveau donc du millionième d'électronvolts. Mais toujours est-il, même si la différence est faible, on sait bien que la nature essaie toujours d'occuper le niveau d'énergie le plus bas. Or, ça veut dire en fait que s'il n'y avait pas d'autres perturbations, eh bien, la nature s'arrangerait pour que tous les atomes d'hydrogène aient leurs protons avec le spin-up. Je m'attendrais à trouver tous les protons dans cette situation-là. Mais c'est oublier un autre phénomène. N'oubliez pas que on discute ici des protons, qui sont les noyaux d'un atome d'hydrogène, et ces atomes d'hydrogène font partie de la matière, de molécules organiques, par exemple. Et donc, comme ils appartiennent à la matière, ils sont soumis à l'agitation thermique. Or, que dit la théorie? C'est que cette agitation thermique a une énergie typique qui est donnée par la constante de Boltzmann, que vous avez vu en thermodynamique, multipliée par la température en degrés Kelvin. Donc, si vous faites le calcul ici, vous obtenez, j'ai pris une température qui correspond à 35 degrés Celsius, mais vous devez convertir ceci, bien sûr, en degrés Kelvin, vous obtenez une agitation thermique qui est de l'ordre de 0,02658 électronvolts. Donc vous voyez que l'agitation thermique est 10 000 fois plus importante que la différence d'énergie qu'il y a ici entre les deux. Ça veut dire qu'a priori, comme celle-ci l'emporte et de loin, eh bien on s'attend évidemment à ce qu'il n'y ait aucune différence ici entre les deux. Donc, a priori, on s'attendrait à trouver 50% des protons avec le spin up, 50% avec le spin down. Bien, si maintenant on prend les deux effets ensemble, on s'aperçoit que ceci va donner malgré tout
une toute petite différence. Si je prends le nombre de spin-up moins le nombre de spin-down divisé par la somme, donc n spin-up plus n spin-down, ceci est égal à 10 moins 5. 10 moins 5. Or, toute l'IRM va se baser justement sur cette petite différence. Alors vous allez dire, 10 moins 5, c'est ridicule, je ne vais jamais rien voir, c'est beaucoup trop petit comme effet. Oui, mais n'oubliez pas le nombre d'Avogadro. Ça veut dire que si vous prenez par exemple 1 gramme d'eau et vous calculez justement ce que vaut cette différence, donc quel sera l'excès de spin-up par rapport au spin-down, ça vous donne quelque chose qui est de l'ordre de 7, 10 exposants, 17 protons en plus pour l'état up par rapport à l'état down. Ça va? Donc, c'est un effet qui est faible, mais qui est loin d'être négligeable. Quels sont maintenant les principes de la RMN? Donc ici, je ne parle pas d'imagerie, mais c'est l'étude de la résonance magnétique nucléaire. Imaginez qu'on envoie sur un échantillon une onde radiofréquence de pulsation oméga. Nous aurons en fait une absorption, donc cette onde radiofréquence va être absorbée si sa pulsation est égale à la pulsation de l'armor. Donc ça veut dire à ce moment-là qu'on peuple l'état down. Si vous avez affaire à un proton seul, donc je ne parle pas ici d'un atome, il s'agit bien d'un proton qui serait tout seul dans l'univers. Ça veut dire en fait que sa fréquence de l'armor serait donnée par la formule que j'ai déjà donnée, qui est gamma fois B0. On dit qu'on a affaire à un proton non shieldé. Excusez-moi pour ce nom barbare. J'ai essayé de trouver dans la littérature comment on pourrait le traduire. Cela vient bien sûr de l'anglais, mais même l'anglais est assez évasif quand il s'agit de traduire ce mot-là. C'est un proton, si vous voulez, qui n'est pas protégé. Donc, il ressent pleinement le champ magnétique extérieur. Si maintenant, au contraire, vous prenez un atome d'hydrogène, ou bien si vous prenez une molécule avec des atomes d'hydrogène, cette fois-ci, en fait, les électrons vont jouer un rôle diamagnétique. Donc en fait, les électrons, par leur mouvement, vont essayer de s'opposer au champ magnétique extérieur, ce qui fait qu'au niveau du noyau, le champ magnétique sera plus faible, légèrement plus faible que le champ magnétique extérieur. Donc la fréquence de l'armor, cette fois-ci, sera plus petite que cette fameuse quantité gamma fois B0. Et ceci est à la base de la spectroscopie RMN qui est fort utilisée par les chimistes. Imaginez deux cas. Je vais prendre dans un premier temps la molécule H2O. J'ai ici deux atomes d'hydrogène, mais il est clair en fait que les deux protons sont environnés du nuage électronique exactement de la même manière.
Donc je m'attends à trouver une et une seule fréquence de Larmor. Je vous montre tout de suite l'image. Si vous faites l'analyse du signal que vous allez obtenir, vous voyez ici que j'ai un seul pic qui correspond à la fréquence de Larmor pour ces protons qui sont ici, mais qui jouent tous les deux un rôle identique. Mais imaginez maintenant une molécule d'éthanol. Je vais prendre du CH3, CH2, OH. Vous voyez en fait que j'ai trois types d'hydrogène. Ceux qui appartiennent ici au CH3, ceux qui appartiennent au CH2 et ceux qui appartiennent ici au groupe hydroxyde. Et vous voyez que dans chaque cas, chacun de ces types de protons a un environnement électronique qui est différent. Et donc, ils seront shieldés, comme on dit cette fois-ci. Donc ici, j'ai affaire à des protons shieldés. Vous pouvez traduire ça par blindé ou protégé, donc par les électrons. Donc, j'ai trois formes de shielding différents, ce qui fait que je m'attends à trouver trois valeurs de oméga L différents. Et c'est exactement ce que vous voyez ici. Ici, vous avez la fréquence de Larmor qui correspond au groupe CH3, ici au groupe CH2 et ici au groupe hydroxyde. Si on allait encore plus voir dans les détails à très haute résolution, on voit en fait que chacun de ces pics se subdivise encore, mais nous n'allons pas rentrer dans ces détails. Donc, oubliez ici le bas de cette figure. Retenez simplement ceci, parce que ceci, c'est exactement ce qu'on va obtenir aussi dans l'organisme. Nous aurons des protons qui appartiennent à des atomes d'hydrogène, mais dans des environnements moléculaires qui peuvent être différents, suivant qu'il s'agit d'un muscle, de la graisse, de l'eau, et ainsi de suite. Bien, venons-en maintenant à l'imagerie par résonance magnétique. Donc, ce qu'on va faire, on envoie une onde radiofréquence qui contient tous les oméga L intéressants. Et vous faites ça pendant un temps très court. Le but du jeu, c'est d'égaliser les populations de N up et N down. Ici, faites attention, quand je dis qu'on envoie une onde RF qui contient tous les oméga L, souvenez-vous que tous ces oméga L, en fait, sont très très proches les uns des autres. Ils sont différents, mais ils sont quand même groupés. Donc, ce n'est pas difficile d'envoyer une onde qui contient en fait tous ces oméga L ensemble. Alors, regardons quel sera l'effet justement de cette onde radiofréquence. Partons d'abord de l'état d'origine quand il n'y avait pas encore cette radiofréquence. Ici, vous voyez de nouveau que la population des N-up est plus importante que N-down. Bon, celui qui a fait le dessin a exagéré, il est clair que la différence est plus faible que ça, mais vous avez un excès de N-up par rapport à N-down. D'autre part, si vous regardez maintenant dans le plan XY, il n'y a aucune corrélation entre la position de tous ces vecteurs sur le cercle. Donc, si je faisais la projection, vous voyez que pour un proton, ce sera plutôt comme ça, pour un autre proton, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, si vous faites la somme sur beaucoup de protons, eh bien, vous voyez ici que MXY, qui est la somme, et je fais la somme maintenant sur tous les protons, en prenant uniquement la projection horizontale, donc du moment magnétique, ceci sera égal à 0. Il s'agit ici de ce qu'on appelle
la magnétisation transversale. Donc, a priori, la magnétisation transversale est égale à 0. En revanche, du fait que j'ai un excédent de n up par rapport à n down, vous voyez qu'en faisant la somme, j'ai ici une magnétisation dirigée suivant B0 et qui est non nulle. Donc, dans ce cas-ci, j'ai M qui est la somme des mu suivant Z. Ça, c'est la magnétisation longitudinale et celle-ci est différente de 0. Donc, voilà notre point de départ. Bien, je reprends un autre dessin. Que je vais couper en deux. De nouveau, ceci, c'est ce qu'il y a avant la radiofréquence. Donc ici, vous envoyez le signal de radiofréquence et vous avez la situation maintenant juste après. Donc, quel est l'effet? En fait, vous voyez que d'une part, ici, donc, ceci correspond, je vous dis, au schéma que j'avais là-bas. Il est clair qu'on n'avait aucune magnétisation transversale. Donc, l'effet d'avoir utilisé la radiofréquence, c'était, d'une part, d'égaliser les populations up et down, mais il y a un effet secondaire, c'est que les mu xy de tous les protons que vous avez fait basculer, eh bien, ils se mettent en phase. Contrairement à ce qu'on avait avant. Donc, tous les vecteurs individuels des protons que vous avez fait basculer dans l'état up, eh bien, ils sont maintenant en phase. Vous voyez qu'ils ont tous la même orientation. Et il est clair que tout ceci, bien sûr, continue toujours à tourner avec cette même fréquence de l'armor oméga L. Ce qui fait qu'en faisant la somme maintenant de ces quatre vecteurs, vous voyez que vous obtenez une magnétisation transversale qui devient assez importante et elle-même tourne toujours, bien sûr, avec la même fréquence de l'armor. Ce phénomène-là, en fait, vous voyez, où vous êtes passé d'une magnétisation qui était longitudinale à une magnétisation qui est devenue transversale, puisque vous avez ici la valeur en XY et que vous avez tout fait justement pour qu'il n'y ait plus de magnétisation longitudinale, c'est ce qu'on appelle la bascule à 90 degrés. Je reprends ça dans un autre dessin. Vous avez ici l'axe Z, qui correspond donc au champ magnétique extérieur, et je prends les deux axes dans le plan horizontal. Donc, au départ, on avait une magnétisation longitudinale, comme ceci. Ce qu'on a fait en envoyant la radiofréquence, on a fait basculer ceci de telle manière que maintenant le vecteur M se trouve dans le plan horizontal. Et bien sûr, vous avez toujours que cette magnétisation tourne autour de B0 avec la fréquence de l'armor.
Ici, vous avez, finalement, ceci agit comme un aimant. Ça veut dire que si vous mettez une bobine, un solénoïde quelque part ici, souvenez-vous le cours d'électromagnétisme, vous allez à chaque fois obtenir dans cette bobine un courant induit. Je vous montre un dispositif, un dessin un peu plus joli. Donc voilà la situation. Vous avez ici la bobine d'excitation. C'est elle, en fait, justement, qui génère l'onde radiofréquence. C'est elle qui va provoquer, justement, la bascule. Et vous avez ici la bobine de détection, c'est celle-là. C'est par elle que vous allez détecter le signal de l'IRM. Donc, une fois qu'on a réalisé cette bascule, ce qu'on va faire, c'est arrêter la radiofréquence. Du coup, évidemment, le système revient à sa position de départ. Et c'est ceci, en fait, que l'on détecte. C'est là que joue vraiment l'IRM. On détecte justement comment le système va revenir à la situation de départ. Et ceci se fait par deux voies différentes. Cela peut se faire par ce qu'on appelle la relaxation T1. Ceci se fait par échange d'énergie avec le milieu. Donc, ça veut dire que, un petit peu à la fois, la population des N-up va de nouveau augmenter, forcément, celle des N-down va diminuer, excusez-moi, N-up augmente, N-down diminue. Donc, on est en train de recréer, on dit qu'en fait, on a une repousse de la magnétisation longitudinale. Je vous montre un petit dessin. Donc, s'il n'y avait pas justement ce retour à l'équilibre, vous avez ici le passage à chaque fois, souvenez-vous que M est en train de tourner et se présente à la fréquence de l'armor devant la bobine de détection. Donc on aurait toujours ce signal sinusoïdal que vous voyez ici. Mais comme en fait vous avez la magnétisation transversale qui est en train de diminuer, en fait ce signal devient de plus en plus léger. Vous voyez qu'il y a ici une exponentielle décroissante. L'autre, excusez-moi, les temps de relaxation T1 sont typiquement de l'ordre de 200 millisecondes à 1 seconde. L'autre phénomène de relaxation, c'est ce qu'on appelle la relaxation T2, qui a deux causes possibles. D'une part, ça peut être dû à des inhomogénéités du champ magnétique. Et d'autre part, l'autre cause, c'est le fait que nous avons différents
oméga L dû à des protons qui ont des environnements différents. Quel est l'effet de ceci? Vous voyez qu'au départ, on avait ici tous les mu xy, les protons qui étaient en phase, et puis, du fait qu'ils ont justement des oméga L différents, eh bien, vous voyez en fait qu'on commence à déphaser ces protons. Et si vous attendez un certain temps, eh bien, de nouveau, ils remplissent complètement le cercle. Donc, faites la somme de tous ces vecteurs, vous obtenez 0. Donc, ça, c'est l'origine de la relaxation T2. Quels sont les temps caractéristiques pour T2? Nous sommes dans la gamme typique de 30 à 200 millisecondes. Donc en fait, ce que l'on regarde dans le signal RMN ou IRM, c'est justement la décroissance. Et dans cette décroissance, vous voyez les deux composantes, la composante T1 et la composante T2. Parfois, on donne plus de poids, on fait plus attention à la composante T1, parfois plus à la composante T2. Je vous montre tout de suite un petit tableau qui vous montre la réponse pour différents types de tissus. Donc vous voyez ici différents types de tissus, avec du muscle, de la graisse, la matière grise, la matière blanche, ça c'est pour le cerveau. Vous avez le cœur, le foie, le rein, la rate. Vous avez ici les valeurs de T1 et les valeurs de T2. Ici, ce n'est pas peut-être très clair pour vous, c'est 1,5 Tesla. Je vais essayer de l'écrire dans une autre couleur. 1,5 Tesla. Bien, comme vous pouvez le constater, en fait, si vous prenez à chaque fois le couple T1 et T2, ça vous donne finalement une bonne identification du type de tissu dans lequel vous êtes. Donc, T1 et T2 permettent l'identification du type de tissu. Bien, c'est bien joli tout ceci, mais pour l'instant, nous n'avons qu'une réponse globale. Donc imaginez, donc vous êtes en train d'envoyer une radiofréquence sur une partie du corps, un volume du corps, et tout ce que vous obtenez, c'est une réponse globale de ce volume qui a été examiné. Mais ça ne vous donne aucune localisation, vous n'avez aucune information spatiale. Comment est-ce qu'on pourra faire vraiment de l'imagerie? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est ajouter un gradient de champ au champ B. Je vous explique tout de suite. Imaginez, vous avez ici un axe Z dans le corps du patient, peu importe où je place cet axe Z, et imaginez que, oui, l'axe Z corresponde à la direction du champ magnétique B0. Plutôt que de travailler avec un champ magnétique B0 uniforme, eh bien, la valeur de B0, je l'ai en fait à cette position spatiale qui est ici. Donc, dans ce plan-là, j'ai la valeur de B0. Mais je m'arrange justement par des bobines correctrices, je m'arrange à ce que le champ devienne de plus en plus important si je m'écarte, si je vais vers les Z, vers le haut ici. Donc, ici, B devient de plus en plus grand. Et de l'autre côté, de la même manière, je prends un champ magnétique de plus en plus faible. Ce qui fait qu'en fait, si j'examine une tranche de fréquence, je vais être sensible uniquement à ce plan-là. Donc, ce sont les protons qui sont dans ce plan-là qui vont me répondre. Les autres, ils sont hors résonance. Le oméga que j'utilise ne correspond pas à la fréquence de l'Armor pour
ces valeurs-là du champ magnétique. OK? Une fois que je l'ai fait dans cette direction-là, maintenant, je n'ai plus qu'à faire la même chose en appliquant un gradient de champ dans une autre direction. Donc, imaginez maintenant que je prenne un gradient de champ comme ceci. De nouveau, ce sont les protons qui sont dans un plan perpendiculaire à ce gradient de champ qui vont me donner une réponse. Donc, vous multipliez ce processus en changeant plusieurs fois l'orientation du gradient de champ. À partir de là, vous arriverez finalement par logiciel à reconstituer une image spatiale. Vous avez l'information spatiale de combien de protons qui appartiennent à tel type de tissu vous avez à chaque fois à tel endroit. Donc ceci va vous donner des images en 3D ou en faisant des coupes dans l'image 3D, vous obtenez des images à 2 dimensions. Bien, je vous montre tout de suite des images que l'on obtient par RMN, ou par IRM, pardon. Voilà ici de magnifiques images d'une colonne vertébrale. Appréciez les détails que vous voyez sur cette image. Donc ça, c'est la colonne vertébrale. Je vous montre une IRM du genou, avec une qualité d'image qui est absolument époustouflante. Il n'y a aucune autre technique qui vous donnera autant de détails sur le genou. Je vous montre un autre exemple ici où on voit parfaitement bien tout le circuit sanguin. Ceci fait appel à une autre technique, enfin c'est toujours évidemment l'IRM, mais ce qu'on a fait pour mettre bien en évidence le réseau sanguin, on a injecté, donc on a mis en intraveineuse un complexe qui contient du gadolinium. Et il se fait en fait que le gadolinium, lui, a un effet paramagnétique sur les atomes d'hydrogène. Donc, en fait, vous allez écarter, vous allez obtenir une fréquence de Larmor qui sera à ce moment-là assez bien différente des fréquences de Larmor habituelles. Donc, vous allez mettre en évidence tous les endroits où il y a du gadolinium, et comme vous l'avez mis dans le sang, eh bien, vous voyez en fait tous les vaisseaux sanguins ici avec une très très belle résolution spatiale. Je vous montre encore une autre image qui montre deux techniques d'imagerie complètement différentes. L'image supérieure est obtenue par scanner. Donc ça, c'est une image du cerveau obtenue par rayon X. Tandis qu'en dessous, vous avez l'image du même cerveau par IRM. Bon, ça se passe de commentaires, quand vous voyez la différence de résolution et donc les détails que vous obtenez par l'IRM, contrairement au rayon X. Bien, revenons-en maintenant en pratique. Comment va-t-on faire? On dispose de deux types d'appareils fort différents l'un de l'autre. Voici ce qu'on appelle l'IRM fermé. Donc en fait, ici, vous voyez que on travaille avec un tunnel. Donc vous avez ici le solénoïde qui vous donne le champ magnétique principal, et on va enfourner le patient ici dans l'ouverture. Typiquement, en fait, le diamètre du tunnel est de l'ordre de 60 cm et sa longueur est de 1,80 m. Alors, qu'est-ce que l'on peut utiliser comme champ magnétique? Quelles sont les sources plutôt du champ magnétique? Donc, B peut être obtenu de trois manières différentes. Soit par des aimants permanents, les aimants comme on les connaît.
Ceci donne des installations qui sont très lourdes, parce qu'on arrive ici à des appareils qui font facilement 14 tonnes, et malgré tout ça, vous êtes limité parce que ça vous donne des champs magnétiques qui restent inférieurs à 0,4 Tesla. L'autre possibilité, c'est d'utiliser un électroaimant habituel. Donc vous avez un grand solénoïde parcouru par un courant intense, et donc ceci forcément va vous donner un champ magnétique. Là, la limite est de l'ordre de 0,5 Tesla. Pour obtenir ces 0,5 Tesla, vous avez besoin d'énormément de courant, donc ceci va provoquer bien sûr beaucoup d'effets Joule, donc ça veut dire qu'il faut tous des circuits de refroidissement et vous allez attraper une facture électrique qui sera très très importante. Et je vous dis en fait la limitation majeure, c'est de nouveau l'intensité du champ magnétique que l'on peut obtenir. La troisième possibilité, c'est d'utiliser une bobine supraconducteur. Si vous utilisez donc une bobine supraconductrice, là, les champs typiques que l'on peut obtenir vont de 0,4 à 7 Tesla. Et il y a encore mieux, mais là, c'est pour des dispositifs plus petits. On peut même monter à 17 Tesla, mais ceci est réservé aux petits animaux. Donc, ça n'a pas du tout les dimensions géométriques que j'ai citées là-bas. Bien, le défaut de ceci, c'est que forcément, comme votre bobine est supraconductrice, vous devez la rendre supraconductrice, c'est-à-dire obtenir des températures qui sont très très basses. Et comme je l'ai signalé en son temps, ceci implique de travailler avec de l'hélium liquide. Typiquement, une machine comme ça contient de l'ordre de 1700 litres d'hélium liquide. Bon, ça a un prix, ce n'est pas gratuit l'hélium liquide, mais il y a en plus un défaut, enfin qui pourrait être un défaut en cas d'incident. Imaginez pour une raison quelconque que l'hélium cesse d'être liquide. Donc vous avez une grosse panne qui fait que la température remonte, donc l'hélium liquide va devenir gazeux. Il faut savoir en fait que 1 litre d'hélium liquide va donner naissance à 700 litres de gaz. Donc, si vous imaginez si ceci se produit pour les 1700 litres d'hélium liquide que vous avez, ceci est capable de remplir un très grand local uniquement avec de l'hélium. Donc, il est clair que les locaux qui utilisent ceci doivent disposer d'un moyen d'évacuation rapide de l'hélium au cas où il y aurait un problème technique. Bien, l'autre possibilité, c'est d'utiliser l'IRM ouverte. En fait, le champ magnétique que l'on va utiliser se trouve uniquement dans cette zone-là. Alors, quand est-ce qu'on utilise ce genre de dispositif? On l'utilise pour des gros animaux. On l'utilise aussi pour des personnes obèses et qui ne rentreraient pas ici dans cette machine. Souvenez-vous que le diamètre est de l'ordre de 60 cm. Et c'est aussi utilisé pour des personnes qui seraient extrêmement claustrophobes. Mais le défaut, comme vous pouvez vous en douter, ceci donnera toujours un champ magnétique plus faible que dans le cas de l'IRM fermé, et du coup, la résolution spatiale sera moins bonne.
Quels sont les points forts de l'IRM? C'est que vous avez une très bonne visualisation des tissus, mais des tissus évidemment qui contiennent de l'hydrogène. C'est-à-dire en fait que c'est excellent pour l'eau, pour les muscles, pour la graisse, pour la matière grise et la matière blanche dans le cerveau, mais ce ne sera moins bon pour étudier l'intérieur des os. Vous voyez bien les contours des os, hein, mais pas pour étudier de manière donc l'intérieur de l'os. Pourquoi? Parce que justement, c'est relativement pauvre en hydrogène. Pour vous donner une idée, pour un champ magnétique qui est de l'ordre de 1 à 3 Tesla, vous avez une résolution spatiale qui est de l'ordre du millimètre. Et là, évidemment, il n'y a aucune autre imagerie qui vous donne une telle résolution. Autre gros avantage, c'est qu'il n'y a aucune radiation ionisante. Contrairement, par exemple, aux rayons X ou bien à la caméra à positron. Souvenez-vous, dans le premier cas, les rayons X, vous avez des photons qui ont une énergie qui est capable de casser des molécules et donc de créer des radicaux libres qui peuvent éventuellement provoquer un cancer. Et dans le deuxième cas, c'est un petit peu la même chose, puisque finalement, vous allez provoquer ici 2 photons d'annihilation de 511 keV, et de nouveau, ces photons, qui sont encore même plus énergétiques que des rayons X, peuvent provoquer le même type de dégâts. Bon, il est clair qu'ici, on n'utilise pas beaucoup de rayonnement, mais malgré tout, il y a des radiations ionisantes. Tandis que dans l'IRM, on travaille uniquement avec des radiofréquences. Donc, a priori, c'est complètement inoffensif. Bon, malgré tout, il y a des précautions à prendre. Quelles sont ces précautions? La première, c'est que on travaille avec un champ magnétique fort. On est dans le domaine de quelques Tesla. Donc ce sont des champs magnétiques non négligeables. Il ne faut absolument pas de matériaux ferromagnétiques à proximité, pardon, je suis distrait, pas de matériaux ferromagnétiques à proximité. Laisser traîner un outil ferromagnétique à proximité de la machine à IRM, dès que vous mettez le champ, en fait, ce matériau peut être catapulté, mais avec des vitesses phénoménales. Et donc, ça peut représenter vraiment un gros danger. A fortiori, bien sûr, nous avons la même chose pour le corps. Ça veut dire que le patient ne peut pas avoir d'implant qui aurait des matériaux ferromagnétiques. Donc, pas d'implant, pas de pacemaker, sinon le pacemaker risque carrément de s'arrêter, pas de résidus d'accident, ce qu'on appelle du shrapnel. Il y a des personnes qui, suite à un accident, ont un morceau métallique dans le corps, mais comme ça ne gêne pas,
eh bien, plutôt que de les charcuter, on les laisse vivre avec ce petit morceau. Donc, il faut impérativement que le patient signale toute trace métallique qu'il pourrait avoir dans le corps avant de subir cet examen. Sinon, ça pourrait devenir très dangereux. Autre chose, pour avoir une image à haute résolution, on demande bien sûr au patient de ne pas bouger. Mais cet examen dure typiquement de 10 à 30 minutes, et c'est même plutôt 30 que 10. Donc, ce n'est pas facile de rester en place pendant 30 minutes. Donc, déjà, c'est une nuisance pour le patient lui-même, et puis vous vous rendez compte que si l'examen dure 30 minutes, on peut faire passer peu de patients sur une journée. C'est la raison pour laquelle, dans certains hôpitaux, vous avez une file d'attente qui peut aller de 1 mois à 2 mois avant de trouver de la place pour subir une IRM. Autre inconvénient, j'ai parlé des gradients de champ. Donc souvenez-vous, dans un même examen, on change avec des bobines correctrices, donc on ajuste les champs magnétiques. Donc, puisque vous modulez le champ magnétique, ça veut dire en fait que vous allez avoir des bobines qui vont commencer à bouger. Ceci va donner des vibrations. Des bobines, ce qui va occasionner beaucoup de bruit. Le point suivant, bien sûr, c'est la claustrophobie. Être enfourmé dans cette machine qui n'a qu'un diamètre de 60 cm, ça veut dire en fait que si vous êtes couché sur le dos, ce qui est en général le cas, vous avez la bordure haute, si vous voulez, du tunnel qui va se trouver à 20-30 cm des yeux. Pour l'avoir subi personnellement 2 fois, je peux vous dire que c'est très, très désagréable. Et pourtant, je ne suis pas claustrophobe de nature. Alors ça, couplé au fait que cette machine est très bruyante, ce n'est pas un examen très agréable. Il est précieux parce que ça vous donne des images vraiment qui sont magnifiques par rapport aux autres techniques d'imagerie, mais ce n'est pas sans défaut. Dernière précaution, mais en général on est loin du problème, c'est qu'on pourrait avoir un échauffement par l'onde radiofréquence. On envoie cette onde radiofréquence dans le corps, une partie de cette onde va être absorbée, et donc ceci peut réchauffer les tissus de l'organisme. Mais je vous dis, en général, on est très loin des dégâts éventuels. Mais donc, de toute façon, ceci va donner des limitations sur les intensités que l'on peut utiliser. Bien, si on regarde maintenant globalement les défauts que ceci peut présenter par rapport aux points forts de l'IRM, les points forts l'emportent quand même largement. C'est une très très bonne technique d'imagerie. Maintenant, pour vous donner une petite idée, pour le coût, pour une machine qui fait 1,5 Tesla, le coût actuel est d'environ 10 exposant 6 euros. Donc 1 million d'euros pour une machine, ça c'est le prix de base bien sûr, et à ça il faudra ajouter toute la consommation en hélium. La consommation électrique est très faible puisqu'on travaille avec des bobines supraconductrices, donc ça veut dire que le coût en électricité est fortement réduit par rapport à des techniques classiques. Et pour vous donner une idée, à l'heure actuelle, on estime qu'il y en a à peu près 25 000 dans le monde. Bien, voilà ce que je voulais dire sur la technique IRM. Je vous rappelle encore une dernière fois que je ne vous demande pas de retenir les formules de ce chapitre. Il faut être capable de comprendre évidemment tous les concepts que j'ai évoqués ici. Faites-moi des petits dessins, expliquez-moi ça par des paroles, mais je n'ai pas besoin, je ne veux pas de formules. Bien, ceci clôture
notre cours Elphi 1103.